Bonjour, comme on m'a présenté, mon nom est Martin Robert. Je suis président de Inceptus Media. Oui, j'ai une maîtrise en technologie de l'enseignement, intelligence artificielle, grand terme, veut dire technologie naturellement. Et naturellement, technologie de l'enseignement, j'ai mon background du point de vue des théories de l'apprentissage. Alors, qu'est-ce qu'on va voir cet après-midi? C'est vraiment un mariage entre les théories d'apprentissage et l'innovation. Le titre de la présentation est un peu large. Je me suis permis d'aller large parce que l'innovation peut se retrouver à plusieurs niveaux. Et j'aime bien un terme qu'on m'a donné dernièrement, c'est l'innovation frugale. Vous avez des innovations qui peuvent être très fortes et on va en voir avec Jérôme, il va vous amener des choses vraiment sensationnelles. Mais vous pouvez aussi faire des petites innovations ici et là pour changer comment vous faites votre éducation et amener des changements majeurs vraiment dans la question des compétences. Un petit mot sur Inceptus Media. On est un producteur-éditeur d'éducation médicale, de programmes d'éducation en sciences de la santé depuis 1996, au Québec et au Canada. On a fait plus que 2200 programmes depuis ce temps-là. On a 17 années d'expérience à travailler avec les Key Opinion Leaders, les leaders d'opinion dans le domaine médical. On fait partie d'une grosse boîte qui s'appelle Glacier Media Corporation, qui est basée à Vancouver, qui a plusieurs journaux locaux et régionaux à Vancouver, et des revues professionnelles en santé, en agriculture, en minier, dont le Bulletin des agriculteurs ici au Québec, c'est à nous. On a des magazines en santé, comme l'Oral Health Magazine. On a également des répertoires professionnels. Je suis presque sûr que vous connaissez tous le Canadian Medical Directory. C'est à nous. Donc, ça vous donne un peu le background et qu'est-ce que je vais parler, ça va vous situer comment j'introduis naturellement ces nouvelles technologies-là. Rapidement, quand on introduit l'innovation en information médicale, on peut voir tous ces mots-là arriver. La génération C, on en a parlé. Je ne vais pas en reparler. Cependant, c'est pour connecter. Il faut voir ça vraiment comme quoi qu'on est une génération, que c'est une génération qui est très connectée. Et ça change beaucoup l'innovation en formation. Dans moins d'un mois, je vais être certifié Baby Boomers. Malgré ce fait, hein? Ouais, malgré ce fait, ouais, c'est malheureusement, oui, mais il ne faut pas payer. Malgré ce fait, je me considère comme faisant partie de la génération C. Lorsque vous regardez une définition plus large de la génération C, ça fait les 14-25 ans, oui, mais tous ceux qui utilisent les mobiles, les outils de connexion. Pour reprendre une blague de mon collègue de table ici, peut-être pas la génération C, peut-être la génération C-. J'aurais aimé mieux C+, mais en tout cas, il m'a dit C-. Donc, l'idée est très simple, c'est qu'on est une génération toute connectée. On est une génération qui permet, avec toutes sortes d'outils, d'aller chercher de l'information où qu'on est. Avec n'importe quel device, excusez-moi les termes anglais, j'ai travaillé aux États-Unis longtemps, et n'importe quel contenu qui peut nous arriver facilement où on est. Si je regarde mon nuage ici, d'accord? Je parle de nuage personnel. Qu'est-ce qui arrive pour 2014 et 2015? C'est que tout le monde va vraiment être connecté à un nuage. Vos informations ne sont plus sur votre device, sont sur le nuage. Qu'est-ce que ça change? C'est que quel que soit l'appareil que vous allez avoir, il va vous donner accès à ces informations-là. Donc, vos apprenants vont pouvoir mettre en quelque part ces informations-là et avoir accès. Donc, lorsque vous donnez de la formation, naturellement, il faut que ça soit disponible sur plusieurs appareils mobiles. Un gros terme ici que j'ai mis, HTML5. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà vu HTML 1, 2, 3, 4? Voulez-vous me dire d'où ça vient, le HTML5? On n'a pas lu 1, 2, 3, 4?
HTML5 est arrivé. Boum! La seule chose que on sait, c'est que ça a remplacé quelque chose qui s'appelait le Flash. D'accord? Flash était très important en formation. Toutes nos plateformes étaient en Flash. Et tout d'un coup, il y a une personne géniale qui s'appelle Steve Jobs, a dit « Flash, je ne veux pas l'avoir sur mes appareils, alors on s'en va vers le HTML5. » Le problème, c'est là 5 ans, 5-6 ans qu'il avait dit ça, puis même plus, le HTML5 n'était pas stable. Cette année, 2014, si vous regardez les revues d'informatique, ils prédisent que le HTML5 va devenir la référence. Donc, beaucoup d'innovations qui vont se faire sur les plateformes, les formats de formation, en utilisant le HTML5. On arrive à un point vraiment critique en ce moment. Donc, ça fait 6 ans qu'on vous en parle, ça devrait arriver aujourd'hui. Les MOOC. Est-ce que vous connaissez les MOOC? Massive Open Online Courses. Combien de personnes qui savent c'était quoi un MOOC? Pas beaucoup de personnes. Une histoire rapide. OK, il y a 3 ans, il y a quelqu'un là, aux États-Unis qui a fait un cours en ligne, qui a invité beaucoup de personnes. Il a fait une plateforme collaborative. Plateforme collaborative, excusez-moi. On met une vidéo, on permet aux étudiants de se parler, etc. Il attendait un certain nombre, peut-être 1000 étudiants. Savez-vous combien il y en a eu? 160 000. C'était en intelligence artificielle. Massive Online Open Courses. Les cours sont ouverts, non payants. MIT, Stanford, Pennsylvania, ils font tous des cours gratuits. Comment ils font l'argent? Vous voulez être certifié? Vous payez. Qu'est-ce qui s'en vient cette année? C'est les MOOC corporatifs. Ça veut dire des cours qui vont permettre à des entreprises d'envoyer leurs employés se faire former. Plusieurs choses à voir là-dedans. Il ne faut pas que ça soit académique, il faut que ça soit plus rapide. Il ne faut pas que ça soit plate, il faut que ça soit orienté vers les tâches. Beaucoup de changements à faire dans les MOOC, mais ça s'en vient. On peut parler d'apprentissage mobile, l'arrivée des tablettes, le avec. J'ai appris ça cette semaine. Bring your own device. En français, amenez vos propres appareils électroniques connectés. D'accord? C'est vraiment, on a besoin de gérer l'arrivée des appareils de nos employés. Chaque employé va vouloir recevoir leur formation sur leurs propres appareils. Ça complexifie un peu les plateformes. Je continue. Communauté d'apprentissage, on a parlé de communauté de pratique. Okay? C'est très important. L'analytique. On est habitué d'avoir des LMS, des Learning Management Systems, qui sait exactement quelle compétence qui a été prise, etc. Mais là, on s'en va vers un apprentissage informel souvent. Quelqu'un va aller sur YouTube, quelqu'un va aller chercher quelque chose en dehors du LMS. Comment on fait pour analyser puis s'assurer que la compétence est acquise? Donc, il y a beaucoup de travail qui va se faire sur l'analytique. L'apprentissage informel, comme je vous ai dit, beaucoup d'agrégateurs qui s'en viennent. Vu que l'information arrive de tout partout, ça prend des agrégateurs un peu à la Flipboard. Est-ce que vous connaissez Flipboard? Qui est une application sur l'iPad qui vous permet d'aller chercher des informations tout partout et de les ramener dans un mode concis pour faire. Pourquoi il n'y a pas ça en formation? Vous donnez vos préférences de formation et il va chercher toutes les informations. Vous avez une association aux États-Unis qui s'appelle Medebecus, qui permet de catégoriser, de décrire chacun des cours qui est fait dans un vocabulaire pour la médecine et qui permet de chercher sur l'Internet quel cours qui va naturellement s'associer aux compétences que vous cherchez à développer. Réalité augmentée, on va en parler un peu avec Jérôme. Intelligence artificielle, Watson, on va en parler également avec Jérôme. C'est des choses qui arrivent. Mais cette intelligence artificielle-là que moi, je travaillais il y a 20 ans dessus, n'a rien à voir avec la nouvelle. La nouvelle va vraiment nous permettre de faire des systèmes de support à la performance. Vous êtes en milieu de travail, vous avez besoin d'une décision, vous interagissez avec votre mobile, ce qui vous donne de la nouvelle connaissance et qui vous permet de prendre des décisions plus éclairées. Apprentissage adapté et fragmenté, surtout dans le domaine qu'on est. L'enseignement aux adultes, vous savez, les learning principles des adultes, c'est s'assurer que ça focus vraiment sur le besoin de l'apprenant.
Alors, il faut raccourcir les cours pour vraiment aller chercher seulement qu'est-ce qu'on a besoin. Et c'est très important pour les développeurs de cours de s'assurer qu'on segmente et on fragmente nos cours pour que les personnes puissent sauter et aller chercher seulement qu'est-ce qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas de temps à perdre. J'ai pas mal fait le tour des petits. On va aller dans les plus grands avec des exemples. Je suis dans le domaine de la publication. Je vous ai dit, Glacier, on fait de la publication. Il arrive beaucoup de choses du point de vue de la publication numérique. Les manuels numériques. Okay? Aux États-Unis, vous avez des écoles entières là, qui n'ont plus de manuel. Ils downloadent sur l'iPad. Vous avez des écoles ici au Québec qui ont toutes sur l'iPad maintenant. D'accord? Et dans le monde corporatif de l'enseignement, de l'entraînement, de la formation, ça s'en vient. Et c'est même là, mais c'est en mode PDF souvent, c'est pas interactif, c'est vraiment fait une réplique de l'écriture ordinaire. Revue électronique, journaux électroniques, la presse décide de ne plus faire son papier. Est-ce que vous avez vu comment le format de la presse est sur l'iPad et l'Android? Ils ont été capables de faire un format de lecture adapté à la tablette. Et c'est ça qui s'en vient. Alors, toute la publication numérique devra être adaptée pour la gestion, excusez-moi, la gesture, qu'est-ce que je pourrais dire? La gestuelle, merci beaucoup. Vous voyez, j'ai travaillé aux États-Unis pendant 6 ans, c'est plus que ça, 8 ans. Alors, la gestuelle, mais ça prend plus que la personne multimédia à côté. Il ne faut pas se retourner et dire « Hey, je t'ai écrit un texte de 4 pages, là, peux-tu me mettre ça interactif? » Ça ne fonctionne pas comme ça. Je peux vous le dire, on est dans cette problématique-là. Prendre des personnes qui sont habituées d'écrire un texte linéaire et le transférer à un modèle plus tablette, plus mobile. J'étais professeur de communication à l'Université Laval. Et essayer d'enseigner aux étudiants en communication pour faire un lead dans un article, c'était comment résumer tout l'article en un petit mot, puis de faire le premier paragraphe qui résume l'article, le deuxième qui donne l'introduction, etc. C'est un peu dans la même philosophie. C'est de décomposer ton texte pour le faire. Mais, comme diraient les journalistes, donne-moi 10 jours, une journée, je vais te faire un texte de 10 pages. Donne-moi 10 jours, je vais te faire un texte de 1 page. Donc, ça va prendre encore plus de temps. Le vidéo. Vous êtes des formateurs, ça fait longtemps que vous faites de la formation sûrement. Vous allez me dire, pourquoi il me parle des vidéos? Ça n'a pas d'allure. C'est mort, les vidéos. C'est le contraire. Regardez sur l'Internet en ce moment. Elliot Macy, aux États-Unis, qui est un gourou du point de vue de la formation en entreprise, avait cette semaine un atelier spécialisé sur la formation utilisant le vidéo. Le vidéo revient, mais dans un autre format. Il faut y penser différemment. On a nos appareils téléphoniques, on est capable de prendre un petit vidéo. Ça nous permet de faire des mini-vidéos sur des astuces, sur des best practices rapidement. Vous n'êtes pas obligé d'avoir, je m'excuse auprès de notre vidéophile, si je peux me permettre. Ça ne nous prend pas des professionnels pour faire des vidéos d'entreprise. On a maintenant des outils qui nous permettent de faire des choses simples. Des choses qui vont arriver, c'est bien simple, c'est qu'il y a des nouvelles plateformes corporatives qui permettent d'échanger des vidéos. On en a fait une, ça permet à un de nos clients de s'échanger des vidéos. Donc, vous avez des vendeurs qui se prennent en vidéo, qui disent « Hey, j'ai essayé ça, ça va très bien, essayez-le. » L'autre, la personne qui est dans le HR, dit « Bon, ben écoutez, maintenant, on a ça, ça, ça. » Ils s'échangent des vidéos sans même passer. C'est vraiment génial. Ça leur permet vraiment de se former informellement à l'intérieur d'une entreprise. Pourquoi pas le mettre sur YouTube? Parce que c'est des secrets d'entreprise. Alors, il faut contrôler l'information. Disons qu'il ne faudrait pas que les compétiteurs voient ce qu'il y a sur, naturellement, cette plateforme. Qu'est-ce que ça donne aussi? C'est le Flip Classroom. Un Flip Classroom, ça serait, regardez, je vous présente quelque chose en ce moment qui aurait pu être sur une vidéo, et lorsque vous seriez venu, vous m'auriez posé des questions. C'est de présenter le mode présentiel dans le vidéo et de laisser après ça le monde venir vous rencontrer pour les échanges. Animated whiteboards. Vous avez tous vu ça, là? C'est des whiteboards que
C'est un tableau blanc avec des images, etc. Savez-vous qu'il y a des logiciels pour faire ça maintenant? Très simple. Vous mettez Animated Whiteboard et vous pouvez faire vos propres animations. Si vous avez la plateforme, vous pouvez l'envoyer à vos collègues. Et une chose à surveiller, c'est les téléviseurs intelligents connectés. Toutes les informations que vous allez mettre en vidéo, tout le monde va pouvoir les avoir accès sur leur téléviseur à la maison. Donc, si vous faites une plateforme qui vous permet de partager, elle va être disponible sur vos télévisions, les télévisions de vos employeurs, de vos employés. Je vais juste vous montrer, c'est une anecdote, OK? C'est pas rien de scientifique ici. J'ai mis dans ma compagnie la plateforme. Et je vais vous montrer le premier vidéo qui est arrivé. Ça nous a sauvé beaucoup d'accidents de travail. Et voilà. La pinte de lait, il y avait quelqu'un dans notre entreprise qui n'était pas capable de mettre la pinte de lait. Je ne ris pas là. D'accord? Et plusieurs fois, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le monde prenait la pinte de lait et le sac tombait. Depuis ce temps-là, 0 accident. Je suis tellement content de cette vidéo-là. Non, mais on rit, c'est rigolo, c'est simple, etc. Mais de trouver la personne, de lui dire, écoute, même si tu as 35 ans et plus, tu ne sais pas comment mettre, ça aurait été difficile. Merci, Dominique. En passant, là, si vous voulez avoir la vidéo pour vos adolescents, elle est disponible. Oui, je suis en train d'en faire une sur comment couper le bout du sac de lait. J'ai mon petit qui le met sur petit et mon grand qui le met sur grand. Alors lorsque j'arrive, c'est tout le temps une surprise. Oui, c'est ça. Une dernière chose de mon côté avant de passer le flambeau à Jérôme, c'est l'accès aux experts et aux leaders d'opinion. Vous êtes ici pour venir voir des personnes, nous entendre. On vous remercie beaucoup de venir. Mais il y a d'autres personnes que vous pourriez voir et il y a un grand accès à plusieurs experts. TED Talks. Combien de personnes ont été sur TED Talks? C'est génial. Vous voyez un expert, vous pouvez suivre un expert, vous pouvez le voir, dire beaucoup de choses. On n'a pas ça. On a un TED Talk médical, oui, mais du point de vue de la formation, on n'en a pas. Oui, on en a fait un. Donc, c'est une plateforme qui permet d'être plus démocratique pour les rising stars. Parce que veut pas se faire inviter dans une place comme ça, naturellement, il faut que tu aies une certaine reconnaissance. Donc, les plateformes en ligne, ça permet à quelqu'un qui est un peu moins connu de se faire connaître. C'est plus démocratique. Ça permet d'intégrer aussi des caractéristiques des réseaux sociaux. Poser des questions aux experts, les suivre. C'est très intéressant parce qu'un médecin qui fait une présentation au mois de janvier va refaire la présentation peut-être en juin, mais va la modifier en raison de certains articles scientifiques. Alors, de le suivre, c'est très intéressant dans certains cas. Je vais vous présenter la plateforme qu'on a développée. Ça va vous donner une idée un peu de ce que je veux dire.
Donc, vous voyez un peu l'idée. C'est vraiment un genre de TED Talk, mais pour la formation médicale qu'on a développé, qui nous permet vraiment d'aller chercher cette nouvelle génération de connectés, qui permet de dire, non, ça ne me tente pas de sortir ce soir, mais je veux écouter un expert me dire c'est quoi les nouveautés dans ce domaine. Maintenant, je vais vous passer, comme vous avez pu voir, excusez-moi, vous avez pu voir, mes innovations sont assez frugales. Maintenant, on va passer à des innovations un peu plus sophistiquées. D'accord? Jérôme? Oui, Vincent. D'accord, attends, je te pars ta présentation. Et tu peux la mettre directement sur la deuxième slide sur Interaction Healthcare. Et voilà, c'est mis. Très bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde m'entend correctement. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci à la Sophiduc pour l'invitation et pour pouvoir vous présenter avec Martin les différentes innovations d'un point de vue numérique. Donc, je me présente rapidement. Jérôme Leleu, je dirige donc la société Interaction Healthcare. Nous sommes spécialisés dans le serious game, c'est-à-dire l'utilisation des ressorts du jeu vidéo pour pouvoir expliquer des sujets sérieux comme celui de la santé, et puis également ce qu'on appelle la simulation numérique, et donc utiliser les ressorts notamment de la 3D pour accompagner les professionnels de santé. Donc sur l'autre slide, donc la troisième, nous avons aujourd'hui accompagné près de 10 000 professionnels de santé dans le monde entier. Nous avons fait des programmes dans différentes pathologies, dans le diabète, dans le cancer de la prostate. Donc l'objectif, c'est de pouvoir accompagner ces professionnels, mais on va le voir dans quelques secondes avec des exemples beaucoup plus concrets. Juste ensuite, j'ai voulu en quelques minutes vous redonner aussi le positionnement de la simulation numérique par rapport à la simulation médicale au sens général. Donc je pense que Martin a dû vous afficher le visuel où on voit, je dirais, les schémas classiques de la simulation, notamment au niveau humain, organique. Nous, notre positionnement, il est vraiment sur la partie électronique, donc d'utiliser en fait les ressorts informatiques pour pouvoir accompagner la démarche de simulation. Donc c'est un point qui est important, c'est que ces outils, même s'ils sont innovants comme l'a souligné Martin, s'intègrent dans un parcours pédagogique complet. Et donc nous travaillons de plus en plus avec des centres de simulation en Europe. Nous travaillons, comme ça a été évoqué au début, depuis janvier 2013 au Canada. Et l'objectif est vraiment de pouvoir intégrer la simulation numérique en santé au cœur de ces centres de simulation, au complément des mannequins qui existent aujourd'hui, mais également aussi parfois de troupes théâtrales qui vont pouvoir annoncer un diagnostic, par exemple. Donc c'est un élément important d'un point de vue de pouvoir l'intégrer avec, bien sûr, les solutions existantes en termes de simulation. Pour la slide juste après, Martin l'a également souligné, la réalité virtuelle. Donc quand on parle de simulation, on va bien sûr mettre en place une immersion totale qui va être visuelle, qui va être sonore, qui va être bien sûr utiliser la partie 3D. Et on peut imaginer, mais on n'a pas le temps, je dirais aujourd'hui, de développer toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler ces dernières semaines du casque Oculus Rift qui a été racheté par Facebook et qui permet de pouvoir avoir une vision en 3D complète. Donc vous pouvez mettre votre casque et être dans un monde complètement différent de celui qui vous entoure. Eh bien, une des premières applications que Mark Zuckerberg a vues en achetant cette société, c'est de pouvoir l'utiliser dans le domaine médical, notamment pour des pathologies cognitives, sur peut-être la dépression ou d'autres pathologies de ce type. Alors bien évidemment, on parle beaucoup de technologie. Si Martin, tu peux mettre sur la slide parlant des enjeux. Donc les 3 enjeux majeurs par rapport à la simulation numérique, bien sûr, c'est d'être dans un cadre qui respecte l'éthique dans le domaine médical, mais surtout aussi qui va s'inscrire dans une réelle démarche pédagogique. L'outil technologique, s'il ne sert pas l'apprentissage et une réelle démarche pédagogique, n'a aucun intérêt. Et puis, Martin a souligné l'innovation frugale. C'est vrai que la simulation numérique est assez coûteuse, mais un des enjeux sur lesquels nous travaillons énormément, c'est de rendre accessible cette technologie pour que chacun
des personnes d'une équipe médicale, d'une équipe pédagogique puissent l'utiliser. En France et maintenant au Canada, nous commençons à développer des projets où nous proposons en fait les logiciels qui vont permettre de créer vous-même les cas, et ce qui permet bien sûr de pouvoir baisser le coût d'acquisition. Alors, plutôt que de nombreux mots, j'ai préféré vous donner quelques exemples. Donc, en slide 7, si Martin, tu peux démarrer le simulateur 3D temps réel. Donc là, c'est des exemples concrets que je voudrais vous donner. Et tu me diras quand la vidéo commence. Je m'excuse, Jérôme, cette vidéo ne semble pas fonctionner en ce moment. Ah. Alors, je vais... Je vais juste voir si la prochaine fonctionne. Alors, c'est sur la dentition ? Oui, celle sur la dentition. Bon, alors écoutez, je suis désolé, peut-être que vous avez déjà déjeuné, mais je vous donne un exemple concret. Donc, la première vidéo que vous n'avez pas pu voir, on va essayer de voir si on peut la présenter après, c'est de pouvoir en fait être dans un hôpital, comme si vous étiez dans un jeu vidéo, d'où l'expression du serious game, et vous allez pouvoir interagir avec un médecin, un infirmier, et bien sûr avec avec le patient. Donc on est, si on compare le domaine de la simulation numérique en santé avec celui, par exemple, de l'aéronautique, où les pilotes, depuis maintenant 30 ou 40 ans, testent bien sûr leurs compétences sur un vrai simulateur. On est dans le même schéma. Bien évidemment, on est dans une dimension humaine beaucoup plus importante. Et donc la vidéo qui doit passer actuellement vous montre un focus très précis, donc au niveau dentaire. Donc là, on peut former des spécialistes pour pouvoir poser certains devices, certains implants pour pouvoir donc avoir le bon geste. Donc on est dans une démarche où la procédure doit être respectée. Et notamment sur cette vidéo que malheureusement vous n'avez pas pu voir, on est dans un mode urgence. On doit respecter donc des protocoles qui sont donnés par les organismes de santé. Et l'objectif, c'est de pouvoir, en formation initiale et formation continue, valider en temps réel vos compétences grâce à ce simulateur. Donc, un autre exemple d'application, donc peut-être une précision avant de passer sur l'autre vidéo, c'est vous dire que ces outils sont utilisés de manière cohérente par rapport à d'autres supports. Je vous ai parlé des mannequins, mais également aussi, il faut pouvoir le voir dans une manière, ce qu'on appelle présentielle, c'est-à-dire d'utiliser ces outils numériques dans une salle de réunion, dans un hôpital, on va pouvoir mélanger le numérique et le présentiel. Il faut, je pense, dépasser le schéma et parfois l'image un peu déshumanisée du numérique, comme quoi des étudiants ou des médecins vont être que chez eux pour pouvoir l'utiliser. Là, on va vraiment avoir un échange particulier et c'est une des raisons aujourd'hui où la simulation, et notamment au niveau des problèmes de santé, fonctionne bien. Et donc, si Martin, tu peux montrer la vidéo présentant l'importance du présentiel, notamment avec l'application sur les iPads. Bonjour à tous et bienvenue à cette soirée de formation à la prise en charge des patients atteints de l'hépatite C et traités par Télaprévie. Je me présente, je suis Maxime, ambassadeur du programme de formation Trithérapie Hépatite Campus Virtuel. Aujourd'hui, vous allez participer à une formation interactive, technologie Serious Game, sur la prise en charge des patients infectés par le virus de l'hépatite C dans le cadre de l'arrivée des trithérapies. Ce programme a été conçu pour vous mettre en situation virtuelle de prise en charge thérapeutique, situation qui créera ainsi les conditions d'échange autour de vos pratiques cliniques et d'optimisation de vos connaissances. Grâce à cette mise en situation virtuelle, vous allez donc pouvoir aujourd'hui vous familiariser avec les différentes étapes de prise en charge des patients par trithérapie, vous sensibiliser et vous perfectionner au bon usage des traitements, échanger avec vos confrères sur vos pratiques cliniques quotidiennes. Le déroulement des sessions est très simple. Vous allez recevoir en consultation virtuelle un patient que vous allez suivre du début jusqu'à la fin de sa prise en charge. Grâce aux différentes actions mises à votre disposition, vous allez pouvoir décider de la prise en charge intégrale de ce patient en agissant tel que vous le feriez au cours de votre consultation classique. Vous aurez ainsi la possibilité de consulter son dossier médical, réaliser un examen clinique, prescrire des examens, prescrire des traitements, informer et fournir des recommandations aux patients, consulter des données sur différentes molécules, RCP des traitements, appeler un confrère spécialiste, un dermatologue par exemple, mettre fin à la consultation.
À chaque fin de consultation, c'est l'animateur, confrère hépatologue, qui prendra la main sur le jeu et présentera les choix thérapeutiques de l'ensemble de la salle. Ces résultats sont anonymes. Leur présentation permettra de travailler certains points de discussion et d'échanger entre vous. Le programme Triage CV va démarrer. Excellente soirée à tous. Donc, ça vous permet de voir un autre exemple d'application qui a eu un beau succès puisqu'il a été diffusé dans 12 pays et avec toujours ce principe du présentiel et bien sûr du numérique, comme on peut le faire. Alors, je vais accélérer pour respecter je dirais le temps qui m'est consacré. Ce qui est important dans la thématique de notre intervention, c'est l'innovation en simulation, c'est vous dire que on est dans une évolution technologique permanente et qu'aujourd'hui, l'innovation, elle doit être très, notamment au niveau médical, très ouverte à toutes ces technologies qui apparaissent. Et puis dernier point, et ça me semblait important de vous en parler puisque ça a été une initiative qui a été lancée à Montréal, qui s'appelle donc le Hacking Health, c'est vous dire que l'innovation, je vous ai montré des choses technologiquement très évoluées, mais si on faisait à la Sophéduc une nouvelle conférence dans 6 mois, dans 2 ans, eh bien il y aurait de nouvelles technologies, il y aurait de nouvelles approches, et que l'innovation, elle n'est pas que technologique, elle est également dans le changement de pensée. Et qu'aujourd'hui, les centres hospitaliers, les organismes de formation, les médecins, l'ensemble des acteurs du parcours de soins, les industriels, les créateurs de matériel, les développeurs de logiciels, les graphistes, les ergonomes, je pourrais en citer plein, eh bien, doivent se réunir, doivent échanger, doivent dialoguer pour imaginer ce que pourraient être les outils de la santé dans les mois et années à venir, et notamment au niveau de la formation. Donc,